Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bonjour à tous les amis, bienvenue, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle aventure, cette interview de Pilote Podcast. Cette première interview, alors j'ai pas fait les choses à moitié, parce que pour cette première interview, j'ai pas un invité, j'ai pas une invitée, j'ai deux invités avec moi, Marie et Bérangère qui sont à mes côtés. Je vais vous laisser vous présenter rapidement, les filles. On va commencer par qui? Marie, Bérangère, laquelle se sent la plus à l'aise? Elles se rejettent toutes les deux la faute. Allez, je me présente. Bérangère, c'est parti. Présente-toi rapidement, s'il te plaît. Donc, Bérangère, 1m80, 90 de poitrine. Non. Donc, je suis pilote loisir, pilote du dimanche, pilote plaisir. Ok. Voilà. Et toi, Marie? Donc moi c'est Marie et je suis pilote professionnel, en tout cas sur le papier. Ouais. Je travaille pas encore comme pilote professionnel, mais c'est en devenir. Bon, ok, c'est cool. Bon, la première question, on va rentrer dans le vif du sujet après la présentation. C'est quel a été pour vous l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait pour vous que vous êtes retrouvé à tomber dans la marmite de l'aviation? Allez, qui commence? Allez, ok, donc je commence. Mais moi, je ne suis pas tombée dans la marmite comme ça. En fait, je voyageais pour mon business, pour les affaires, et je prenais souvent l'avion. Et je pense que j'étais une des seules dans l'avion à avoir le nez collé au hublot, à me demander comment cet avion volait, pourquoi il volait. Et je prenais énormément de plaisir, pas trop avec le plateau repas, mais à regarder cet avion. Et un jour, j'ai eu envie de moi aussi piloter. Et c'est venu progressivement, en fait. Voilà, c'est pas une révélation. Ouais, ok. Toi, Marie? Moi, du coup, ça remonte à longtemps parce que j'ai mes deux parents qui étaient dans l'aviation, en fait. Et mon papa passionné d'avion, qui a été pilote loisir lui-même. Et donc, depuis toute petite, je voyage en avion. J'ai fait aussi bien du petit avion avec mon papa que beaucoup de vols avec eux. Ils étaient PNC tous les deux. Ouais. Donc, ils m'ont beaucoup emmené en vol avec eux. Ouais. Donc, je suis très vite tombée dans la marmite et vers 12-13 ans, j'ai fait un vol dans le cockpit et j'ai dit, oula, c'est ça que je veux faire. C'est pour moi. Alors, la deuxième question, du coup, elle est facilitée pour toi. On va commencer avec toi, Marie. En fait, on va faire 50-50 sur les démarrages. C'était quelle était la réaction de votre entourage? Donc, toi, j'imagine. Ouais, du coup, assez forcément positive. C'était bien accueilli. Voilà, c'était pas quelque chose de compliqué dans la famille, quoi. Tout le monde connaissait ce milieu et donc savait ce qu'il en était. Donc moi, ça a été très bien accueilli et j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mes parents, tout ça, quoi. Est-ce que c'était pas une suite logique quelque part? Si t'avais fait l'inverse, est-ce que ça aurait pas déçu presque? Pas forcément, non, parce que mon frère, par exemple, n'est pas du tout parti dans ce truc-là. Et ça n'a jamais été un problème. Okay. Mais par contre, j'ai reçu beaucoup de soutien de leur part quand même en allant dans cette voie-là. C'est très cool ça. Et alors toi, Bérangère, comment ça a été accueilli? Plus mitigé. Il y avait les pour, il y avait les contre, il y avait les interrogations. Pourquoi partir? Pourquoi faire de l'avion? C'est peut-être dangereux. Si c'est pas pour en faire un métier, ça sert à quoi? Mais le conjoint de ma maman est ancien pilote aussi Air France et j'ai eu beaucoup de soutien de sa part et on en a beaucoup discuté et j'ai été convaincue en tout cas que je devais y aller. Mais c'est vrai que quand c'est pas pour un métier, c'est perçu d'une autre façon. Rappelez-moi, depuis combien d'années vous volez toutes les deux? Moi, ça fait 6 ans à peu près, ouais. Et toi, Bérangère? Je dirais 2 ans et demi maintenant. D'accord, donc en fait, jeune pilote quand même quelque part. Ouais. En nombre d'heures, pour se rendre compte? Moi, je suis à peu près à 300 heures là, de vol. Et toi, Bérangère? À peu près 130. Grosso modo, allez, on fait quoi? On fait une centaine d'heures par an quand on est pro? Oui, avec toutes les formations qu'il y a à faire, en fait. Oui, c'est là que ça accumule le plus d'heures de vol, donc on vole beaucoup. C'est plus facile d'accumuler les heures comme ça. D'accord. Ok, alors je vais enchaîner avec une autre question. Vous avez toutes les deux en tout cas devant moi cette passion en commun. Là, on va rentrer dans un truc qui va être plus vaste. C'est quelles sont vos sensations en vol en fait? Alors j'entends par là, moi par exemple, quand je vole, je recherche un certain apaisement, une certaine tranquillité qu'on n'a plus au sol parce qu'on n'a pas le téléphone en l'air, etc. Et vous, ça se passe comment pour vous? Tiens, je commence par toi, Bérangère. La sensation d'être dans ton élément. Tu vois, l'eau, je suis un vrai crapaud. L'eau, c'est pas mon truc. Et quand j'arrive, je vais décoller l'avion, je suis en rotation et je sais que je vais monter. J'ai vraiment un sentiment de libération, mais c'est pas extatique non plus, mais je me sens bien.
Et je me sens arrivée dans quelque chose de serein. Alors après, il y a des turbulences, il y a tout ce que tu veux. Un vol, c'est pas forcément non plus que du plaisir. Ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mais l'élément me plaît et je me sens bien dans cet élément-là. Tu te sens bien dans cet élément-là. Et toi, de ton côté, Marie ? Je suis assez d'accord avec ce que dit Bérengère. Il y a vraiment ce truc où tu te sens... c'est naturel un peu, c'est ton élément, quoi. T'es dedans, t'es bien, tu te sens... Même quand c'est un peu compliqué, tout ça, moi j'aime bien aussi l'aspect... t'es dedans, tu sais que t'as ça à faire, c'est chouette, t'enchaînes parce que tu sais ce que tu fais aussi. Et des fois, tu dois improviser, etc. Mais aussi bien ces moments-là que les moments d'accalmie où t'es un peu en navigation et c'est calme. Et là, tu te rends un peu compte que, ah oui, c'est vrai, je vole, là. On oublie un peu à force, mais tout dans sa globalité, et je trouve très, très apaisant quand même, parce que t'es dans ton élément et t'es bien dans ce que tu fais. C'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, en fait, je vole quand même, c'est ce côté pas naturel. On n'est pas des oiseaux au final. Et on se dit... On y arrive. On y arrive quand même. Bon, pas tout seul quand même. Quelle place vous donnez, vous, au quotidien, à cette passion, aussi bien pro que amateur ? Alors, je commence par Marie, ce coup-ci. Du coup, forcément, étant en formation professionnelle, ça prend quand même beaucoup de place. Mais est-ce qu'on parle de l'avion en général ou des vols ? Peu importe, vu de la façon dont on va dire que dès que tu es proche de près ou de loin d'un avion, ça va compter dans ton temps de... alors du coup, oui, je vais essayer d'y passer quand même beaucoup de temps, mais justement comme ça a le côté professionnel, j'essaie de cloisonner quand même un petit peu et de pas me mettre à 100% là-dessus, d'avoir un peu d'autres loisirs, d'autres passions à côté. C'est ce que j'allais dire, t'arrives à segmenter et à avoir d'autres... Moi j'ai toujours aimé plein de choses en fait, donc... Ça m'embête un peu d'avoir une seule passion, on va dire. Mais même si j'adore l'aviation, et voilà. Mais j'ai besoin d'avoir d'autres choses à côté, de ne pas parler que de ça, que ça à la maison non plus. Donc voilà, mais ça prend quand même forcément une très grande place, quoi. T'arrives à avoir un espèce... Moi, j'avais dans une passion antérieure, à un moment donné, où j'avais un ras-le-bol, quelque part. Mais malgré ce ras-le-bol, on y revient encore, en fait. On a besoin de cette latence de quelques jours, quelques mois, même des fois. Mais on finit par y revenir, quoi, en fait. Ouais, complètement. T'as exactement ça. Ouais, je l'ai vécu plusieurs fois même. Et oui, ce truc de ras-le-bol. Et on y revient. Mais oui, on y retourne parce que finalement, c'est ça. C'est cette passion, c'est ça quand même. Et voilà, on y retourne forcément. On a ça dans le sang. Et toi, Bérengère, tu vis ça comment ? C'est quand même une passion qui est chronophage. Et quand je vole pas, je suis pas très bien non plus. Tu vois, les longues périodes d'hiver où on est cloué au sol, tanké. J'avoue que là, je suis pas bien. J'ai très envie de voler. Parfois, je vais au boulot, je regarde le ciel et je me dis, mais il fait tellement beau, là, je partirais tellement voler. Ouais, ça, c'est frustrant. Ouais. Donc, je crois que j'y pense tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où je n'y pense pas. Après, c'est pareil, il ne faut pas que ce soit une obsession. Donc, j'ai d'autres activités, il y a d'autres... Et tant mieux, il faut se nourrir de plein d'autres choses. Ouais. Et l'avion, c'est aussi un partage que tu peux faire avec des amis, que tu peux travailler aussi en mode associatif, tu peux t'intéresser à la littérature autour. Tu peux le vivre de beaucoup de façons différentes. Ouais, il y a tellement de choses différentes que ça te permet d'avoir... Mais on va justement en parler sur une prochaine question. Quel projet avez-vous ? Je vais commencer par toi, Bérengère, en tant que particulier, en tant que loisir. Et toi, Marie, quel projet tu vas rencontrer en tant que pro ? Quels sont vos projets aujourd'hui ? Alors, me concernant, ce serait évidemment voler sur plusieurs types d'avions. Ça m'intéresse de découvrir d'autres appareils. Le sport aérien. Oui. Parce que je trouve que c'est ludique et tu t'améliores énormément. Et puis, entreprendre des navigations plus longues, voire partir plusieurs jours. Alors, si on peut développer juste un petit peu sur le sport aérien, qu'on comprenne bien ce qu'on entend par sport aérien. Alors, il y a différentes activités. Tu as ce qu'on appelle les ANR, qui sont des courses dans un couloir aérien. C'est moins contraignant qu'un rallye où tu dois observer des points fixes à des temps très précis. Alors là aussi, l'ANR, tu as des temps, mais je trouve que c'est plus accessible, en tout cas pour une première étape vers des sports aériens. Après, tu as le pilotage de précision, l'atterro de précision. Enfin bon, tu as une palette assez large finalement. Tu travailles ta navigation, tu travailles ton sens de l'air, tu t'améliores et tu peux partager aussi. Et moi, j'aime toujours ça, le partage dans le pilotage. Tu
peux y aller à deux, tu peux interchanger et il y a un aspect ludique que je trouve et puis tu t'améliores. Donc c'est que du plaisir et pour toi, tu t'améliores en tant que pilote. Et pour toi, Marie, alors ta vision de la fin, quelles évolutions tu entrevois? Du coup, sur l'aspect plus professionnel forcément, mais oui. Moi, le prochain objectif, là, c'est de passer instructrice de vol. Ouais. Donc voilà, ça c'est le prochain objectif. Alors tiens, juste une petite parenthèse à ça. Qu'est-ce qui te pousse à aller justement vers l'instruction? C'est le partage, la transmission? Moi déjà, c'est quelque chose que j'aime bien. De donner des cours, transmettre ce qu'on t'a appris avant, finalement. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Puis moi, le travail aérien, de façon générale, m'a toujours attiré, plus que le métier de pilote de ligne. Ou finalement, le pilote de ligne, c'est un peu plus calme. Oui, c'est ça. Et, on se challenge un peu moins sur le long terme, on va dire. Et voilà, moi, ça m'a toujours intéressé de faire de l'instruction. Et là, en l'occurrence, c'était une question de timing parce que l'aéroclub a des besoins en instruction, donc ça tombait bien et j'enclenche ça à ce moment-là. Mais voilà, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. J'aime bien le côté un peu pédagogie, j'aime bien transmettre. Je trouve ça chouette. Cette transmission au cœur. Et puis pouvoir dire à un élève, fais ces choses-là mieux. Exactement. Quand on est passé du côté élève au côté instructeur. Il y a un petit côté vengeance. Voilà, exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça nourrit un petit instinct de vengeance finalement. Tiens bien ton palier. C'est ça. On va revenir un peu sur l'aviation de loisirs et une question un petit peu vaste que je me suis longtemps posée. Quelle vision vous avez, c'est-à-dire quel futur vous voyez par rapport à l'aviation de loisirs? Alors, ça va être assez vaste et on va parler du côté vie de club, etc. Mais aussi du côté écologiste. Parce que finalement, quand j'ai parlé d'aviation, on m'a dit « Ouais, mais bon, vous faites ça au loisir, bilan carbone, vous êtes quand même des sacrés pollueurs. » Ça, c'est le truc qui revient à chaque fois. C'est le truc qui revient à chaque fois. Et du coup, je voulais savoir, connaître, je vais commencer par toi, Bérangère, ta vision comme ça. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va perdurer ou il va falloir aller sur autre chose comment que tu vois ça, toi? Mais écoute, quand on fait des journées portes ouvertes, c'est qu'on en a fait pas mal, je vois qu'il y a toujours un attrait, une curiosité et des jeunes générations. Donc, quelque part, voler, ça reste toujours une forme de rêve. Il y a peut-être une révolution à faire chez nous, moins polluer, utiliser des avions qui polluent moins, l'électrique, et là-dessus on pourrait peut-être développer tout un chapitre et un podcast. Je pense que c'est à nous de recréer l'attractivité et de montrer qu'on est en phase avec les problèmes de société. Oui. On peut pas dire je fais de l'avion, je pollue, j'en suis heureuse, c'est pas possible. Mais il faut savoir alors avancer avec ça et les intégrer dans l'aviation du futur. Et là, moi je suis pas ingénieure, donc je vais être en limite vraiment de donner des arguments, mais j'aimerais bien dire un jour je pilote et c'est propre. Zéro impact. Une question concrète, demain si tu avais le choix avec un avion électrique par exemple, est-ce que ça te poserait un problème ou pas? Alors en même temps j'aime bien le bruit de mon moteur, j'aime bien le bruit de l'hélice, mais je dois dire que j'ai jamais essayé. Tu vois, ça c'est quelque chose que je regrette. J'aimerais bien essayer de voler sur un avion électrique, voir si tu retrouves les sensations ou c'est autre chose et tu vas vers autre chose. Moi je suis ouverte à toute possibilité d'amélioration. Franchement, je suis pas fermée. Bon, ok. Et toi, Marie, quelle est ta vision? Alors peut-être un peu plus pro ou quelle est ta vision avec l'ensemble de ce que tu as? Je pense que l'aviation en général, effectivement, doit continuer fort ses efforts d'un point de vue écologique. Ça, c'est évident. C'est les problématiques d'aujourd'hui et de demain. Donc, il va falloir. L'aviation de loisirs, il va falloir aussi que ça se transforme, mais je suis un peu plus mitigée sur l'impact réel que ça a en termes d'émissions de CO2, etc. C'est polluant, évidemment, c'est bien plus polluant que faire du vélo. Ça, oui, forcément. Personne ne nie ça. Par contre, ça reste assez dérisoire en termes de pollution et on a vite cet argument qui, en fait, taper sur l'aviation de loisirs, c'est plus un symbole finalement qu'autre chose, ce qui est compréhensible, encore une fois. Donc il va quand même falloir le réinventer. Et par contre, ça bouge beaucoup plus lentement dans l'aviation de loisirs, dans l'aviation légère, que dans l'aviation de ligne, etc. Donc ça va être plus compliqué et à mon sens, ça bouge pas assez vite en comparaison des urgences écologiques et sociétales
Ouais. Donc je suis pas sûre si on reste à ce rythme-là, on va pas réussir à répondre à la demande sociale notamment. Et ça risque d'être vraiment compliqué pour les aéroclubs, pour tout ça. Mais c'est faisable. Et voilà, l'avion électrique est déjà là. Après, c'est encore à améliorer. Donc moi, c'est pareil. Ça ne me dérangerait pas du tout de voler dans un avion électrique. Ouais. Par contre, en l'état, celui-ci, qui est le seul qui existe en Europe, il permet pas grand-chose encore. Non, ça viendra. C'est déjà un très bon début. Mais voilà, il faut que ça continue de s'accélérer. Il faudrait qu'il y ait plus d'investissement dans ce côté-là. Et... voilà, dans d'autres options un peu pour dépolluer l'aviation, quoi. Ouais, mais je reviens tout à fait sur pour donner un chiffre, je reviens sur ce que tu disais, c'est un peu le client facile de taper sur l'aviation, parce que je regardais en comparaison entre l'aviation, la moto de cross ou le quad. Au final, c'est dans ces 3 types de sports-là, on va dire, il y a quasiment autant, voire si ce n'est plus de pollution dans la moto de cross, dans le quad, que dans l'aviation. Parce qu'au final, l'aviation, ça a quand même un coût, on ne tourne pas toute la journée, que du cross ou même voire du rallye automobile qui pollue énormément. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu le client facile. Mais je voulais quand même vous poser cette question-là, parce que de plus en plus de clubs, et notamment la FFA, avait posé l'année dernière la question de quel était votre sentiment et êtes-vous confiant à voler avec des avions électriques. Donc toi, Marie, un peu plus. Et toi, Bérangère, un peu plus mitigée. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Surtout pas de frein, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. On va revenir sur une question un peu plus recentrée sur vous en tant que femme. Alors, on va pas orienter le débat sur le côté homme-femme dans l'aviation, mais quand même, que ce soit dans un sport mécanique, de loisirs, etc., on est quand même obligé d'aborder un petit peu ce sujet. Puis c'est aussi ce qu'on voulait... lors de cette interview. Je voulais savoir si, selon vous, le fait d'être une femme, est-ce que ça vous a gêné ou, à contrario, ça vous a peut-être aidé au sein de la passion? Et après, on parlera professionnel pour toi, Marie. Mais tiens, je vais recommencer avec toi, Bérangère. Est-ce que, en tant que loisir, le fait d'avoir été une femme, ça a pu t'aider ou te desservir? Alors, très honnêtement, non. J'ai pas vu de différence. Le seul truc, c'est des fois sortir les avions du hangar. Je suis content quand j'ai un pote pilote pas loin qui peut m'aider à tirer les avions. Non, dans l'instruction, dans l'accueil au niveau du club, dans les échanges avec les uns les autres, j'ai jamais ressenti de différence parce que ma condition était femme. Ni de compassion, ni de condescendance. Non. Je dois dire que, alors peut-être que j'ai de la chance d'être dans un club très ouvert, mais alors j'ai peut-être pour plus tard une petite anecdote un petit peu rigolote à raconter dans un autre club. Ah tu peux la donner, vas-y. Et j'étais sur le club de Deauville, je fais un petit tour et je me dis tiens voilà, je vais aller faire un petit tour le trait de côte, c'est très très mignon. Et puis un instructeur vient avec moi et puis il me dit ouais alors voilà, on va aller au point d'attente. Alors pour rouler, tu mets le manche aux couilles. Non, je l'ai regardé, il m'a regardé, il a senti que... Et techniquement, je lui ai dit, t'as de la chance, je sais où ça se trouve. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et là, il n'a plus rien dit, on est allé au point d'attente direct. Mais voilà, à la limite, c'est une anecdote drôle et après, tout s'est super bien passé. On a même rigolé ensemble après. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu à un moment donné ce côté malsain ou même de rapport de force, des fois, on pourrait penser, comme on rencontre dans d'autres secteurs d'activité. Non. Et toi, Marie? Du coup, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, personnellement, c'est pareil. J'ai jamais eu de soucis avec les hommes dans le milieu. Ok. Donc, c'est pas forcément le cas de toutes les femmes partout. Faut quand même en être consciente. Mais non, effectivement, moi, ça m'est jamais arrivé non plus. Mais il y a effectivement ça, ce genre de choses où en fait, ça reste un milieu très masculin. Et les hommes, les instructeurs, sont pas toujours habitués à avoir une femme à leur côté dans l'avion. Et du coup, ils ont un peu de mal à s'adapter, en fait. C'est plus ça. C'est pas de la mauvaise foi, c'est pas du sexisme, dans le sens où, c'est pas des réflexions, c'est pas des choses comme ça. C'est plus du... Ah oui, attends, parce que je parle comme ça à un mec d'habitude, mais là, c'est une nana, alors comment je vais faire? Et ils ont un peu... il y a un petit exercice à faire qui est pas forcément naturel, parce que pour beaucoup, des fois, on est la première femme qu'ils ont en instruction, ou des choses comme ça. Où
Voilà, c'est plus là-dessus, dans le sens où c'est pas encore très féminisé. Il y a des questions d'habitude plus. Alors aussi, un peu dans les aéroclubs, c'est jamais bien méchant, mais des blagues un peu... bon, on sent bien qu'on est entre hommes, quoi. Après, c'est pas grave, on se fait une place là-dedans, hein, mais c'est vrai que... Voilà, c'est encore, ça reste très masculin et on le sent quand même. Donc c'est pas non plus excluant ou discriminant. C'est pas pénalisant, c'est pas discriminant, mais c'est pas aidant non plus. Ouais, c'est ça. Mais tu sens que, et en fait, alors tiens, qu'est-ce qui ferait en fait que du côté instructeur, ça serait plus facile de passer le cap. En fait, c'est un frein qui se met tout seul ou toi, tu t'analyses ça comment ? Je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude. Quand on a toujours instruit 95% d'hommes, on est habitué à parler avec des mecs et à parler entre mecs et machin. Ouais. C'est tout. Et du coup, c'est juste une question d'habitude. S'il y a plus de femmes dans l'aviation, ça va se gommer petit à petit, ce genre de choses. En fait, ça va être dans les nouvelles pédagogies aussi, enfin, petit à petit. Mais ça me fait pas peur pour l'avenir. Ça va venir petit à petit avec la féminisation aussi du milieu, en fait, tout simplement. C'est important parce que, mine de rien, pour redonner un chiffre, Air France communique un peu sur ces chiffres-là et ils considèrent qu'à date, il n'y a que 20% du parc qui est féminin, mais à contrario, 90% des bonnes prises de décision sont d'origine féminine. En défaveur des décisions masculines qui sont peut-être un peu plus sujets à la testostérone et où ça va. Et puis à une éducation aussi, en fait, oui. Une éducation plus qu'à des hormones, je dirais, mais les femmes, on est un peu plus éduquées quand même à ah oui, mais tu penses pas que, et puis du coup poser, réfléchir, etc. Parce que nous, on sait qu'on doit prouver un peu notre valeur 2 fois plus face à un autre, donc quand tu prends une décision, tu as intérêt à être sûr de toi, parce que toi, va falloir prouver derrière que tu avais raison. C'est ça. L'homme va peut-être un peu moins avoir ce poids-là sur les épaules. Ou voilà. Avez-vous déjà eu des remarques véritablement sexistes ? Alors, ça recoupe un peu, mais finalement, à l'unanimité, vous me dites que non ? Non, enfin, personnellement, non. Non, moi non plus. Dans n'importe quel club, dans n'importe quelle situation, ça n'a pas eu lieu. Après, ça reste dans le côté loisir, parce que moi, je suis pas encore professionnelle, donc je travaille pas en tant que professionnelle, donc je peux pas juger de cette partie-là. Dans le loisir, personnellement, en tout cas, non. Ok. Non. Est-ce que vous diriez, tiens, c'est une question qui me vient comme ça, mais le fait d'être une femme, est-ce qu'il y a un côté peut-être un peu plus protecteur que quand c'est un homme en instruction ? Intéressant. Où on aurait tendance à dire finalement je vais un petit peu plus l'aider, un petit peu plus la protéger, parce que pour une raison qui est complètement fausse, parce que mais est-ce qu'il y aurait pas un petit peu vous avez rencontré ce cas de figure? Moi, je pense qu'on a une émotion, par contre, qui peut peut-être plus s'exprimer qu'un homme, et que l'instructeur va capter si on a une émotion parce qu'on n'est pas satisfait de sa leçon, il y a quelque chose qui nous a perdu. Je pense que les femmes expriment un peu plus, et d'ailleurs, c'est peut-être plus dérangeant pour un instructeur parce qu'il faut gérer l'émotionnel à ce moment-là. Donc, de ce côté-là, peut y avoir un côté un petit peu plus, ce que tu appelles protecteur, mais en fait, plus à l'écoute et plus observateur. Voilà, c'est quelque chose qui s'exprime peut-être moins chez les élèves pilotes hommes. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il y a cet aspect, au niveau émotionnel, je pense pas qu'on soit plus émotionnel que les hommes. Par contre, on les exprime plus, nos émotions, on les gère un peu plus. Donc, ça passe aussi par les exprimer, les gérer. Et oui, c'est peut-être du coup un peu compliqué du coup pour un instructeur homme qui est pas habitué à voler avec des femmes notamment, et qui du coup va avoir ce réflexe un peu de vite avoir ce besoin de rassurer un peu, etc. Après ça va, j'ai pas eu de sensation non plus infantilisante ou ce genre de choses quoi. Personnellement en tout cas j'ai pas vécu de choses comme ça quoi. Oui, donc finalement c'est un milieu qui avance plutôt bien. Il nous manque juste des effectifs féminines quoi. Ouais, franchement oui, c'est et ça. on les attend. Donc mesdames, poussez les portes des clubs. On vous attend. Ouais. On va ressortir du côté féminin et on va revenir en tant que pilote, peu importe. Est-ce que vous avez chacune une petite anecdote à nous raconter? Alors que ce soit un truc sympa, un truc cocasse, un truc peut-être complètement déjanté. Allez, je vous lance la perche sur une anecdote. On va commencer avec toi, Bérangère. Super. Hormis le manche. Hormis le manche. Hormis le manche. Des anecdotes.
En fait, je n'ai pas de souvenir comme ça d'une grosse anecdote, mais il s'est toujours passé. Par exemple, tu vois, tu veux sortir le deuxième cran de volet, tu es un petit peu en panique et tu vois l'instructeur qui est à côté, qui te regarde. Et là, voilà, c'est plus des petits moments comme ça où tu as des petites anecdotes qui vont s'accumuler. Ah oui, alors le fait aussi de changer d'avion. Combien de fois j'ai fait des messages radio en donnant la mauvaise image. Voilà, là, tu as un petit moment de solitude, tu t'excuses platement. À la radio, ouais, il s'est passé des fois des trucs un peu bizarres. Et là, tu sais que tout le monde entend. Donc, tu es super à l'aise en plus. Donc, oui, mais non, à part l'anecdote du manche. Bon, et toi, Marie ? Je réfléchis aussi une anecdote particulière. J'ai rien qui me vient en particulier en tête. C'est des anecdotes un peu tout le temps. Oh si, allez. Une fois je parle Livre-toi. Je parle avec le TB10, voilà, de l'aéroclub. Et je vais à côté de Lille. Et au moment de repartir, y a un des 2 freins qui fonctionne plus. Ah mince. Donc je me dis pour le roulage, donc il faut y aller au palonnier, au frein. Ouais. Et pour le roulage, je regarde ma carte VAC et je me dis bon, ok, ça peut le faire pour tourner, mais enfin bon, c'est quand même compliqué. J'appelle mon instructeur quand même qui est resté à Reims en me disant qu'est-ce que je fais quoi ? Est-ce que je tanque l'avion ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je vais me tuer ? C'est ça, j'ai quand même, il me manque un frein quoi. En plus c'est pas symétrique tout ça, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu chaud. Il me dit bon, tu regardes la carte VAC. Hop, c'est bon, c'est des virages à droite, on va dire, je sais plus dans quel sens c'est. Et c'est ton frein droit ? Et c'est bon, alors tu peux y aller. Je dis bon, écoute, allez, go. Et puis alors, je ne dis pas l'angoisse un peu, mais donc voilà. Puis en arrivant, je me suis fait quand même l'arrivée sans frein et avec le coucher du soleil pleine face, face. Alors, sans visu, sans frein, c'était un peu rock'n'roll, mais écoute, j'ai réussi à poser l'avion sans souci. Mais c'était pas. Quand même, évident. Par message de sécurité, on le reprécise, même si on se sert pas beaucoup des freins. Ouais, non, puis c'est utile. Ouais, le peu dont on se sert, ça reste quand même utile finalement. On revient un peu sur les sujets de femmes. Il y a une question que j'ai posée. Alors je pose après, ça va être là les 3 dernières questions sont des questions que je pose à l'entourage, enfin à mon entourage, on va dire à un panel, parce qu'il n'y a pas que mon entourage. Un panel quand je lui donne les invités qui vont me rejoindre, et du coup ça me permet d'avoir une questionnalité neutre sans avoir de connaissances dans l'aviation. Et l'une des premières questions, c'est en tant que femme, est-ce que ça vous a déjà posé souci de voler, toi tu me parlais en binôme, de voler en binôme avec un homme, et notamment pour cette espèce de candidaton, parce qu'on a toujours encore, même en 2025 je trouve, un peu ce système, il vole avec une femme, elle vole avec un homme. Enfin, est-ce que vous avez déjà rencontré ce cas de figure ? Je commence avec toi, Marie. Ouais, j'ai pas un cas en particulier qui me vient à l'esprit, mais oui, en fait, ça reste toujours. Vu qu'on est une femme, vu qu'en plus on n'est pas nombreuses, c'est pour toi toutes les fois où tu vas voler avec un mec, et ça va être... dis donc, machin, elle a volé avec lui. Ça veut forcément dire qu'elle couche avec, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Enfin, il y a toujours un peu ce truc où il faut qu'on t'associe à un mec d'une façon ou d'une autre. On en est encore là, quand même. Oui, en fait, c'est ça. Et je veux dire, et ça, c'est dans l'inconscient de beaucoup de gens, en fait. Mecs comme Nana, d'ailleurs. Et donc, ça reste assez ancré. Et donc, c'est assez régulièrement. Si tu voles avec un mec, si tu t'entends bien avec un autre pilote, machin, il va y avoir toujours un peu le candidaton, quoi. Après, le rapport de force, etc., je crois pas l'avoir spécialement vécu, mais bon, je vole avec des personnes que je choisis aussi, donc avec qui je m'entends bien et qui a pas cette mentalité-là. Ouais. Mais sur le candidaton un peu plus. Un peu plus. Ouais. C'est toujours bon enfant, hein, c'est jamais méchant, mais oui, ça c'est bien présent. Ouais, mais du coup, cette mentalité-là est quand même bien présente et encore là. Et ouais. Toi, Bérangère moi, je suis souvent allée voir des pilotes en disant j'ai envie de voler à 2. Et c'est vrai que des fois, je me dis, je suis une femme, ça pourrait être interprété comme un appel de pied. Ouais. Alors qu'en fait, je me vois très neutre, quoi. J'ai envie de piloter avec quelqu'un. Il y a plus d'hommes que de femmes, donc voilà, c'est souvent des hommes. T'as pas le droit à la neutralité. C'est ça, en fait, t'as pas le droit à la neutralité. Et par contre, voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis dans ce club-là, on se connaît. Il n'y a plus de questions, je pense, à ce niveau-là. Ouais. Mais au début, quand tu dois aller faire la démarche,
C'est vrai que tu étais un petit peu dans le doute de comment c'est perçu. Ouais. Et pourquoi, je rebondis, mais pourquoi vous n'avez pas le droit à cette neutralité, justement ? Qu'est-ce qui... je m'adresse à vous deux. S'il y en a une qui est un peu plus... mais pourquoi, finalement ? Parce que voilà, le rapport homme-femme, il est ce qu'il est, même dans le boulot, même, c'est pas que l'aviation, c'est pas évident en tant que femme d'aller voir un homme et dire, même, tiens, on mange ensemble à midi, ou tiens, on va piloter. Il y a toujours une forme de questionnement qui va faire ça va laisser la place au doute. Puis après, deux individus sympathiques, intelligents qui discutent et il se passe rien, mais il y a toujours, cet instant un petit peu critique qui va arriver, c'est pourquoi il vient vers moi. Ouais, mais c'est intéressant parce que de ma propre personnalité, c'est quelque chose qui m'est inconnu. Que ce soit un homme ou une femme, je vois la chose de la même façon. Et du coup, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça me paraît tellement assez étonnant en 2025. Est-ce que vous avez un projet, quelque chose à court ou à long terme ? Je commence par toi. Alors, évidemment, dans l'aviation. Mais c'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que finalement, tu vas passer instructrice ? C'est un projet. Est-ce que tu vas aller plus loin ? Est-ce que, je sais pas, tu as d'autres envies de partir dans d'autres pays ? Ouais, ce serait une envie déjà, un jour ou l'autre quand même, de voir d'autres pays, d'autres choses. Quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est ce qu'on appelle de l'EVASAN, évacuation sanitaire. Ouais. Donc là, c'est des vols un peu... on t'appelle un peu au dernier moment, il faut que dans 1 heure tu sois dans l'avion, etc. Parce que c'est du transport d'organes, par exemple, des choses comme ça, quoi. Qui est du frein ou pas de frein. Qui est du frein ou pas de frein, faut y aller. Faut y aller, on se pose pas la question. On se débrouille pour les virages. Donc voilà. Et c'est ce côté-là que j'aime bien, un peu urgence, un peu faut se débrouiller avec ce qu'il y a, etc. J'aime bien ce côté-là et je pense que puis en plus ça donne un petit sens quand même à ce qu'on fait aussi. Et professionnellement, j'aime bien. Alors, pour atteindre ce projet, aujourd'hui, il te manque quoi au final ? Il me manque quelques qualifs quand même. Oui, mais c'est ça. Mais donc, finalement, c'est un projet que toi, que tu estimerais... du coup, je pense que ça, si je peux, c'est quelque chose que je ferai à un moment dans ma carrière. Ouais. Je vais commencer dans tous les cas par de l'instruction et terminer aussi les qualifs qui peut me manquer et peut-être dans quelques années... passer sur ce projet-là. Ouais, c'est un beau projet. Et toi, Bérangère, professionnelle peut-être ? Non. Non, je reste... J'aime beaucoup mon métier, je suis pas dans l'aviation. Mais par contre, mon rêve, ce serait de m'acheter mon avion. Ah, ça c'est... Ouais. Alors, quel type d'avion, tiens, dis-nous. Alors, je suis un peu Cessna team. Oui. Après, j'ai le temps de découvrir d'autres avions. Comme tu disais, c'est pour ça que j'ai envie de piloter différents avions pour m'habituer à d'autres types d'appareils. Donc oui, mon rêve, ce serait d'avoir mon avion, pouvoir partir quand je veux en VFR en toute sécurité, etc. avec mon avion et puis d'avoir cette totale liberté cette fois et de gérer mon avion. Et tu vois, j'ai fait un petit stage de mécanique aussi. J'ai envie d'apprendre plein de choses autour de l'avion, pas que voler. J'ai envie aussi de voir ce qu'il y a sous le capot, ce qui se passe. Ça fait pas de moi un mécanicien, mais toi, c'est tout un environnement. C'est ça, connaître l'environnement. Ouais. Parce qu'on le rappelle, tiens, une question qu'on m'a souvent posée. Et alors toi Marie en tant que pro et toi Bérangère en tant qu'amateur, vous avez peut-être confirmé ou pas. À l'époque on m'a dit c'est bon, t'as ton PPL, finalement tu pilotes un avion c'est un avion. Mais rappelons-le quand même, vous qui volez déjà sur plusieurs appareils, est-ce qu'on prend un avion comme on conduit une voiture ? Mais non, je vais laisser déjà Marie. Non, du tout. Non. Alors, bien sûr, sur le principe, un avion, ça reste un avion. Ça fonctionne de la même façon, ça, on est bien d'accord. Mais chaque avion a ses spécificités. Moi, à chaque fois que je change d'avion, je me reprends un petit temps avant pour regarder les paramètres, se réadapter. Etc., de chaque avion. Là, c'est ça, se réadapter. Ouais. Même les choses à l'intérieur sont pas faites pareil. Il y a plein de petites choses. Des fois, le démarrage du moteur se fait pas de la même façon, etc. C'est ça. L'injection, etc. Donc, un avion, c'est pas juste un avion comme un autre. Et c'est un peu compliqué d'y aller comme ça, comme on changerait de voiture. Ouais. Mais après, sur le principe, bien sûr, ça reste
ça reste quand même très similaire, hein. C'est des petites choses qui vont changer, mais c'est ce qui fait aussi le côté sympa, les différences qu'il peut y avoir sur chaque avion. Ouais. Ce qui est sympa quand on change d'avion, du coup, c'est ça toujours un petit peu nouveau quand même. Ça rompt la monotonie, en complètement, fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et toi, Bérangère, ton ressenti par rapport à ça? Chaque avion, c'est une aventure, quoi. Ouais. Exactement comme Marie, moi, je me fais mes petites fiches avec préaffichage, etc. Toutes les petites choses très spécifiques, et je me remets dedans, je me pose, et je refais le parcours visuel quand toi, tu as des cadrans ou tu as un écran fixe, etc. Et c'est vrai que c'est aussi toute la beauté de piloter. C'est que quand tu changes d'avion, tu changes de machine, tu as des sensations différentes à l'atterrissage pour décoller. Voilà, chaque machine a ses singularités. Ouais. Et t'offre quelque chose de différent. Voilà, t'es sur les électors, ça secoue, c'est des petits avions toniques. Tu prends le Cessna, t'es en mode tourisme, un peu pâteau. Les R400, t'es encore plus pâteau dans ton sofa. Enfin, tu vois, et pourtant, on peut dire que c'est des avions faciles. Hein. Chacun va solliciter d'autres choses chez toi et ça c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que je suis du même avis que vous. Dernière question. On va partir d'un côté un peu plus général. Et alors, comme c'est le premier podcast, je suppose que les gens qui nous écoutent ont quand même un minimum d'intérêt. Et peut-être va-t-on réussir à susciter des envies et des intérêts et des envies de voler, de venir découvrir, notamment aux journées portes ouvertes, comme tu en parlais. Quel conseil quel élément déclencheur finalement vous diriez à une personne qui a envie de tenter l'aventure, une femme, tiens, pourquoi pas, allez, restons, et qui se dirait j'ai envie d'y aller, mais finalement j'ose pas, j'ai peur, ou c'est peut-être pas pour moi. Voilà. S'il y avait un conseil ou même plusieurs, mais comment vous aborderiez la chose? Je pense qu'il faut essayer. Il faut partir sur un vol découverte, un baptême, voir comment. Parce qu'on a tous pris des avions de ligne. C'est pas la même chose. Ça ne se secoue pas de la même façon. Tu n'es pas dans l'avion de la même façon. Il faut savoir si tu peux supporter ça et si tu as envie de le supporter. Et puis, alors c'est un petit peu moins fun, mais je pense que ça demande du temps et de l'investissement. Ouais. Théorique, c'est long. Ouais. Si tu as un boulot à côté, une famille à côté, c'est pas que soulever l'avion, faire des tours de piste, se poser, dire c'est génial. Derrière, c'est de l'apprentissage et c'est vraiment un engagement. Et je pense que les gens, toi, journée porte ouverte, se disent c'est super, j'ai levé l'avion, c'est posé et tout, mais ça, c'est le début du début du début. Quand tu as un PBL, c'est le début de quelque chose, tu as encore plein de choses derrière. Ouais. Et peut-être que ça, c'est une réalité qui n'apparaît pas tout de suite. C'est quand les gens ont fait quelques dizaines d'heures de vol et que là, ils voient que derrière, il faut bosser. Parce que c'est ça, c'est du temps que tu vas prendre sur ta famille, sur tes loisirs et tout. Et si t'es pas passionné, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, on rappelle les vols d'initiation pour être un peu plus précis. Globalement, l'instructeur pose et fait décoller l'avion. Ou dans certains cas, quand on a de la chance, comme moi, j'ai fait décoller l'avion tout seul. Ils m'ont pas laissé le poser, bizarrement. Et il a sa vie, l'instructeur. C'est ça. Mais du coup, on précise, donc, lors de ces journées portes ouvertes et un vol d'initiation, globalement, vous prenez la main 80% du temps. Et globalement, vous allez avoir à peu près un bon rendu des sensations, quand même, globalement. Ah oui, mais je pense que c'est essentiel pour déclencher quelque chose. Et savoir parce que si on y va en ayant peur, en craignant quelque chose, tu te gâches complètement après ton apprentissage. Et puis c'est nécessaire de toute façon de faire un essai. Là justement c'est ça en fait, c'est tellement d'engagement en termes de temps et d'apprentissage. Ça demande pas de compétences particulières l'aviation, je veux dire, ça reste accessible un peu à tout le monde. Par contre il faut effectivement y mettre du temps, s'engager dedans, vraiment, pleinement. Il faut réussir à être un peu régulier sur ses vols, etc. Sinon on perd très vite en niveau. Donc tout ça, il faut quand même faire un premier vol pour voir si on aime ça, quoi. Parce que se lancer dedans sans avoir essayé, c'est pas possible. Il faut faire un premier vol, mais on va le savoir tout de suite en général. Premier vol, les sensations, tout ça. En tant que pilote, donc un vol d'initiation, notamment. Là, on le sait si ça nous plaît ou pas, quoi. C'est peut-être pas forcément la passion complètement dingue dès le début, je sais pas forcément, mais en tout cas, on sait si on aime ça ou pas et si on a envie de s'engager dedans ou pas. Et voilà, il faut essayer. Il
Souvent, le premier vol appelle le second quand même. Bien sûr. En général, quand même, tant c'est mieux. ça. Tant mieux. Quoi. Mais dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Ah oui. Le premier vol n'a pas tout de suite appelé le second. En fait, il a fallu que je passe ce cap de cette surprise d'immersion. Ah ouais. Pour me dire ouais, ok, j'ai pris ça. Et le second vol d'initiation que j'ai fait a été beaucoup mieux en termes de plaisir parce que l'environnement était moins inconnu et ça m'a permis d'appréhender le système. Et c'est pour ça que tu en as 3 et je trouve que c'est bien d'aller au bout des 3 pour vraiment te voir jusqu'où tu as envie d'aller et si ça correspond à ce que tu as envie de faire. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Ça peut ne pas être non plus un déclencheur instantané dès le premier vol. Ça marche pas forcément comme ça chez tout le monde. Hein. Mais voilà, ça donne une idée de est-ce qu'on aime ça ou pas. Effectivement, très souvent, les aéroclubs proposent 3 vols en formule ou un seul vol. Hein. Les 3 vols, ça peut être bien pour aller au bout de la découverte et vraiment se faire une idée bien concrète. Ouais. Et ça permet aussi d'avoir peut-être 3 météos différentes. Aussi, hein. De se rendre compte que c'est pas forcément un lac. Des moments, il y a des fois où on est très secoué, ça bouge. Mais c'est vrai que ça fait partie du truc. Hein. On peut aussi ne pas supporter se faire remuer. Et ça reste un élément freinant. Bon, donc du coup, le conseil principal, c'est on teste. Et puis ensuite... Ouais, et puis venir en parler avec des pilotes. Je pense que, surtout qu'en aéroclub, ça reste toujours des bonnes ambiances. C'est des gens qui adorent partager leur passion et tout ça. Donc c'est vraiment des endroits où il faut venir en parler. Donc les portes ouvertes, les choses comme ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Parce que c'est vraiment le moment de découvrir ce que c'est, quoi, tout ça. C'est bientôt. Hein, c'est au mois de mai, les portes. Ouais, c'est bientôt, donc n'hésitez pas. Vous qui nous écoutez et vous sentez que cette petite flamme est en vous, il faut y aller. Les filles, je vous laisse le mot de la fin juste avant. Juste après, je vous ferai l'interview flash. Alors ça, c'est une interview que je vous ai pas communiqué. Vous savez pas quelles sont les questions. Ça va être très simple. Il y a un mot, il y a une question, un mot. C'est une interview que je vais poser à l'ensemble des gens qui vont passer derrière le micro, qui vont passer à votre place. Parce que ça permet très rapidement de connaître l'état d'esprit du pilote. Et comme ce sont pour tout le monde les mêmes questions, ça permet de jauger. Juste avant ça, je vous laisse le mot de la fin. Bérangère et Marie, chacune votre tour, hein, après tout. Eh bien, écoute, Nico, on vole quand ensemble? Ah, quand tu veux. Eh bien, voilà, c'est le mot de la fin pour un nouveau début. Bon, moi, ça me va très bien. Du moment qu'on vole, moi, ça me va. Bon, et toi, Marie, tu me proposes aussi un vol? Du coup, parce que je suis obligée maintenant que Bérangère a dit ça. On va voler tous les 3. On va partir en vol. On va faire du rallye aérien avec Bérangère. Et en plus, très bientôt, on va parler de rallye aérien, justement, sur ce podcast. Bon, allez, maintenant, c'est l'heure de... Je vais commencer. En fait, je voulais vous faire chacune votre tour, mais ça va pas le faire, puisque du coup, il y en a une des deux qui aura les questions. Donc, on va faire une question chacune votre tour, ok? Allez, la première question, je vous ai dit, c'est très simple, il y a un mot de réponse. Je commence par Marie. Boeing ou Airbus? Airbus. Airbus. Ok. Deuxième question, voltige ou vol promenade? Voltige. Voltige. Oh, il y a des joueuses. GPS, VOR ou carte? Pas simple. Normalement... GPS. Ah ouais, et toi, Bérangère? Officiellement carte, mais GPS. Voilà, c'est ça. Je me suis rendu compte, voilà. Quatrième question, moteur ou réacteur? Ou turbine? C'est plus à notre niveau de... Moteur, du coup. Moteur aussi. Moteur aussi. Vent de face ou vent de travers? Vent de face. Et moi, je suis joueuse vent de travers. Ah, merci. VFR ou IFR? IFR. Moi, je suis VFR. Ouais, oui, forcément. Kiss landing ou hard landing? Kiss landing. Récemment, plutôt hard. Oui, parce que t'as entamé le vol de nuit, il faut préciser. Au sol ou en l'air? En l'air. En l'air. Ouais, ça là-dessus. Seul ou accompagné? Accompagné. Les deux. Ah, les deux, ouais, c'est vrai. Et enfin, avec ou sans moteur? Avec. Et j'ai fait planeur, donc moi les deux ça me va. Ah ok. Bon mais voilà, l'interview touche à sa fin. Merci à vous, Bérangère, merci d'être venue. Marie, pareil, merci d'être venue. S'il y a quelque chose, une question ou quelque chose qu'on n'a pas abordé,
Dites-moi-le. C'était très complet et je trouve que ça a été une bonne idée de mettre l'aviation loisir et pro. Et puis, bon, le côté femme, parce que oui, s'il en parlait, on est là aussi. Quoi. Donc, non, très complet et un vrai plaisir d'échanger. Bon, plaisir partagé pour moi. Merci à vous, mesdames, d'être venues. Merci à vous qui êtes derrière votre téléphone, votre poste de radio, pour les podcasts. C'est vrai que maintenant, c'est plus votre téléphone. Ça, c'est mon vieillage qui me fait parler du poste radio. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, à mettre la petite notification qui vous préviendra dès qu'il y aura un épisode de disponible. Et puis, si vous êtes professionnel, amateur, que vous êtes dans le milieu de l'aviation, vous avez envie de vous exprimer, de parler, vous avez quelque chose à raconter, ce podcast vous est également ouvert, donc n'hésitez pas. Dans le tout premier podcast, l'intro, il y a l'adresse mail qui vous permet de prendre contact avec moi. Eh bien, c'est avec plaisir que je me permettrai de vous interviewer et cet espace est aussi le vôtre, donc n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle émission. Ciao.